Bonjour, le titre de ma communication est Les res publicae peregrinorum et les incolae indigènes des colonies romaines, intégration et identité. Le traitement réservé par les Romains aux indigènes qui pouvaient déjà habiter les territoires où étaient fondées les colonies, qu'il s'agisse de colonies latines postérieures à 338 avant notre ère ou de colonies romaines, continue de susciter l'intérêt. Pour que la centuriatio pût être réalisée, il fallait que le territoire fût préalablement vidé de ses anciens occupants. Toutefois, dans bien des cas, les sites choisis abritaient déjà des centres habités par des communautés pérégrines dotées de leur propre structure politique. Les populations locales demeuraient généralement sur place et, pour peu qu'elles ne représentassent aucun danger pour les Romains, il convenait de trouver une solution juridique à leur présence. C'est ainsi que naquirent les diverses formules dont il sera ici question. On admet généralement que lorsque les indigènes n'étaient pas, dans des cas exceptionnels, expulsés ou intégrés parmi les colons, deux solutions pouvaient se présenter. Selon la première, ils auraient été admis en qualité d'incolae à l'intérieur des colonies, soumis à la juridiction des magistrats coloniaux et dépourvus d'une organisation politique propre. Selon la seconde, ils auraient conservé leur propre res publica avec des magistrats autonomes, constituant ce que, par une expression moderne, nous appelons deux communes doubles. La première possibilité a été mise en doute par M. Julien Duboulot en 2012 et par M. Patrick Leroux en 2017, qui ont soutenu que là où les indigènes étaient démorés, ils auraient conservé leur propre res publica. Duboulot a mis en évidence un passage particulier de l'œuvre d'Hygiène que vous voyez ici. Selon Duboulot, incola ne signifie jamais indigène resté sur place après la déduction coloniale. Parler d'incolae indigène serait donc, selon lui, une erreur. Leroux s'est placé sur une ligne analogue, avec toutefois certaines nuances qui lui sont propres. Il a affirmé que parler d'incolae indigène reviendrait à projeter sur le passé une catégorie qui n'existe pas dans les sources juridiques. Et il a en outre critiqué, quoique de manière voilée, l'emploi de l'adjectif indigène à ce propos. Selon Leroux, les peuples originaires du lieu ne se présentaient que comme des communautés peregrinae autonomes, parfois confinées dans leur oppida ou sur leur territoire résiduel. Les analyses très stimulantes des auteurs cités offrent l'occasion de réexaminer les témoignages grammatiques. Une prémisse méthodologique nécessaire à ce qui suit est l'observation selon laquelle les grammatici n'ont jamais exposé une théorie unitaire et abstraite, mais qu'ils ont plutôt présenté un éventail de solutions possibles, mises en œuvre par la pratique romaine en fonction des circonstances. On le constate par exemple dans un passage important où Siculus Flaccus distinguait différentes solutions. Parfois, écrivait l'auteur ancien, les auctores divisionis laissaient aux indigènes aliquid agri quatenus aberrent jurisdictionem. D'autres fois, tout en restituant des terres aux veteres possessores, la juridiction demeurait à la colonie. Il n'existait pas de modèle unique, mais bien deux,
de sorte qu'il fallait examiner au cas par cas les lois constitutives de chaque communauté. Il faut donc, encore aujourd'hui, une herméneutique véritablement plurielle. D'un point de vue lexical, il ne s'agit pas de défendre une vision indigéniste ou à la mode, mais de donner leur véritable nom aux habitants locaux, qui sont en réalité les indigènes ou, pour reprendre le terme grec, les autochtones ou, si l'on préfère, les natifs, par opposition aux colons. Je propose maintenant quelques exemples des Incolae indigènes qui me semblent confirmer les résultats obtenus en partant des textes, des agrimenseurs, des arpenteurs. Le dossier d'Orange de la ville de Arausio se révèle particulièrement révélateur car il remet en cause l'homogénéité présumée des choix des colonisateurs et, en même temps, ne démontre nullement l'inexistence du modèle des Incolae indigènes. Sur les plaques de marbre d'époque vespasienne, on lit simultanément des mentions d'agri ex tributario solo, attribuées sans aucun doute aux colons, et d'agri tricastinis redditi. L'incolatus des tricastins est pleinement conforme à ce que rapporte Siculus Flaccus. En outre, le dossier est cohérent avec ce qui a écrit Hygiène à propos des attributions agraires dans la colonie romaine de Minturnae à une époque postérieure à la fondation survenue en 296 avant notre ère. L'auteur ancien écrit qu'en certains moments, il y eut dans une part une nouvelle assignation coloniale selon les limites géométriques habituelles et régulières. D'autre part, la réintégration d'anciens habitants, veteres possessores, au moyen de leurs professiones, avec des situations possessoires agraires fondées sur des limites naturelles et de fait. Il semble clair que la raison pour laquelle la colonie procédait à une reconnaissance fiscale des agri redditi ou assignati per professiones était que ceux-ci étaient soumis à la juridiction de ces magistrats. Les mêmes déductions, nous pouvons le faire pour le cadastre de Véron, les cadastres de Véron, pour la situation d'autres villes comme Antioche de Pisidie, comme Aventicum, comme les Salacies de Augusta Praetoria, comme pour l'Afrique, Sica Veneria, dont vous pouvez ici voir une diapo. En conclusion, l'analyse menée a permis de confirmer que, dans le cadre des fondations coloniales romaines, les solutions juridiques adoptées pour intégrer les populations locales furent multiples et flexibles. L'examen des sources grammatiques montre que Rome n'appliquait jamais un modèle uniforme, mais combinait, selon les circonstances et la nature des territoires, des formes d'incorporation directe sous la figure des Incolae indigènes et des formes de coexistence institutionnelle représentées par les Respublicae Peregrinorum. Et je vous remercie pour votre attention.